Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait une petite vidéo FAQ. Alors aujourd'hui, on va le faire, on va prendre le temps de répondre à vos questions parce que j'ai malheureusement de moins en moins de temps de répondre à vos questions dans les commentaires. Alors je vous ai fait un petit post sur ma chaîne YouTube justement pour vous demander si vous aviez des questions, de toutes les poser en commentaire. Comme ça, j'essaierai d'y répondre un maximum dans cette vidéo-là. J'ai eu beaucoup de questions sur des pathologies spécifiques, comment traiter telle chose naturellement, comment traiter telle chose naturellement. C'est très compliqué de le faire sur une vidéo comme ça, FAQ, où en fait je réponds flash à vos questions. Donc j'ai noté vos demandes et j'essaierai, si j'ai beaucoup de demandes de ce type, de faire des vidéos spécifiques sur ces sujets-là de pathologie. Mais en tout cas c'est noté et je vous remercie pour vos questions. Donc j'ai sélectionné quelques questions qui m'ont semblé pertinentes justement par rapport à ça. J'ai quand même sélectionné une question de pathologie qui peut être assez rapide à répondre. C'est la première d'ailleurs, on va commencer dès maintenant avec Clément qui dit « Salut tout le monde, sur la peau, la kératose pilaire ». Donc j'imagine que ta question c'est comment traiter la kératose pilaire de manière générale au niveau de ta peau donc. J'ai noté deux petits points à te donner pour t'aider en ce sens. Donc évidemment, le premier, ça va être de traiter au maximum le symptôme, mais aussi de favoriser la guérison avec des cataplasmes d'argile. Si tu ne fais pas des cataplasmes d'argile, je te recommande d'ailleurs l'argile bentonite, je te recommande de le faire. Tu fais des cataplasmes régulièrement d'argile au quotidien, parce que de toute façon, l'argile de manière générale sur la peau, elle est magique. Évidemment pas que sur la peau, mais elle fait vraiment des merveilles en ce sens. Et après, deuxième point que j'ai noté, c'est l'état psycho-émotionnel associé. Très important, la peau c'est la barrière entre son être intérieur et l'extérieur. Et donc on a tendance à avoir des problématiques de peau quand justement il y a des difficultés généralement émotionnelles, hein, quand on est à fleur de peau, on le dit souvent, eh bien ça se traduit sur la peau, mais aussi quand il y a une problématique un peu compliquée avec l'extérieur. Et pour ce qui est de la kératose pilaire, la kératose pilaire, c'est quoi? Essentiellement, c'est vraiment un durcissement de ta peau. Hein. On va avoir une peau qui est plus épaisse, qui va avoir comme en fait une protection, qui va former une armure. Et donc, tu peux te poser la question déjà si tu n'es pas en train de te protéger de l'extérieur, protéger de quelque chose qui t'arrive, d'une situation, d'une personne. La localisation de cette kératose va t'indiquer aussi dans quel sens tu te protèges, on va dire. Si par exemple tu es touché aux jambes, eh bien tu vas avoir, à mon avis, un besoin de protection par rapport au fait d'aller de l'avant. Tu essaies de te protéger de ça, tu as du mal à aller de l'avant, tu as du mal à prendre des décisions pour avancer dans ta vie, donc automatiquement tu te protèges, tu formes une armure parce que tu as peur d'affronter ça. Donc ça c'est dans le cas d'une situation, mais ça peut être le cas d'une personne. Hein. On peut avoir peur d'affronter une personne, peur de se confronter de manière générale. Ça c'est la kératose pilaire. J'espère que ça va t'aider. En tout cas, les cataplasmes d'argile sont très efficaces. Ensuite, j'ai une autre question de Kaido Shorts qui me dit, je l'ai trouvé intéressante cette question, je l'ai prise exprès. Je pense que tu es une personne assez jeune, mais ta question en fait, elle n'est pas du tout bête. Au contraire, tu me demandes comment atteindre des mondes parallèles grâce au cerveau sans bouger physiquement. Ça, c'est des questions que j'avais beaucoup quand j'étais plus jeune, et se dire un peu les super pouvoirs du cerveau, ou les super pouvoirs de l'être humain, etc. Comment est-ce qu'on peut voyager, faire des choses incroyables, etc. Alors personnellement déjà je ne crois pas que ce soit localisé au niveau du cerveau, je pense que le cerveau c'est juste un ordinateur qui a plein de petits boutons, c'est pour ça que tu as des zones qui vont s'allumer dans le cerveau, mais que ce qui ordonne ou qui va appuyer entre guillemets sur le cerveau c'est quelque chose de plus élevé, moi j'appelle ça la conscience, on peut appeler ça le surmoi, on peut appeler ça plein de choses, qui va appuyer sur ces boutons et activer des zones. Et donc ta question derrière, déjà je ne sais pas vraiment ce qu'elle veut dire, mais selon moi, ça veut dire comment finalement faire un peu un voyage en restant assis et pour autant réellement bouger, c'est-à-dire être capable de voir les choses. Alors la première étape, c'est le voyage simple, c'est la méditation que je t'ai noté. La méditation, elle permet d'accéder à son soi supérieur, justement à celui qui appuie sur les boutons au niveau du cerveau. Elle permet de lui poser des questions, elle permet d'interagir avec son âme, on pourrait dire même. Elle permet aussi d'avoir plein de réponses qu'on pourrait télécharger de la conscience collective ou de la conscience ou de la source, hein, si on va encore plus haut, et on va télécharger ces informations. Donc ça, c'est la pratique spirituelle que je recommande à n'importe qui,
La méditation. La méditation, il y a plein de façons de le faire. On peut faire de la pleine conscience, c'est-à-dire se concentrer sur vraiment l'instant présent, mais aussi on peut s'amuser avec justement ce que je disais, poser des questions à son âme, voir comment notre corps réagit, demander une réponse et voir comment cette réponse se manifeste à l'intérieur de nous. On peut faire des visualisations aussi. On peut s'asseoir et donc se dire tiens, je m'imagine à la plage, je sens les vagues, et en fait créer des états induits qui vont nous permettre de voyager aussi sans bouger. Donc ça, c'est le premier niveau de voyage, c'est le plus simple. Ce n'est pas un voyage réel, on va dire, c'est un voyage imaginé dans un premier temps. Et après, tu as vraiment le voyage réel, pour le coup, et ça, en tout cas, si vous y croyez, ça s'appelle le voyage astral. Le voyage astral, si tu ne connais pas, c'est effectivement le fait de pouvoir voyager dans son corps astral qui est séparé de notre corps physique et relié à notre corps physique par la corde d'argent. Et donc, on peut voyager dans ces cas-là, il y a des gens qui racontent ces voyages-là, il y a des gens qui sont même allés vérifier des choses à plusieurs, c'est-à-dire qu'ils ont à plusieurs ayant la capacité de voyage astral, se sont réunis et sont partis dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas, ils se sont dit on va aller là, et ils sont revenus, ils ont noté sur un papier ce qu'ils ont vu, et ils ont partagé ce qu'ils ont vu, et ils ont effectivement tous vu la même chose. Ça veut donc bien dire quelque chose, ça veut dire qu'il y a eu un réel voyage, et ils ont ramené la même information. Donc c'est bien qu'il y a eu cette capacité de voyager à la vitesse de la pensée. Parce que c'est bien ça, le voyage astral, c'est voyager à la vitesse de la pensée. Et donc c'est pour ça qu'on peut se rendre un peu n'importe où, on peut même se rendre sur la Lune, il y a certains qui racontent ça très bien, et c'est pour ça d'ailleurs que je te recommande, si tu ne connais pas, de lire le livre, comment s'appelle le livre, j'ai noté, Développer vos facultés psychiques et spirituelles de Serge Boutboul. C'est un livre que je trouve absolument fascinant, et que j'invite n'importe qui est intéressé par ces thématiques à lire, parce que c'est vraiment un livre vraiment passionnant, et pour moi c'est une bible. Ce livre, il parle de plein de sujets justement, de plein de techniques psychiques que l'on peut développer. Alors personnellement, j'ai jamais fait de voyage astral, par contre j'ai déjà fait une sortie de corps, c'est-à-dire que je suis sorti de mon corps et je me suis vu de dos. J'ai eu très peur à ce moment-là, et donc du coup, en général, quand on a très peur, on revient instantanément dans son corps, et c'est ce qui s'est passé. Je suis revenu dans mon corps, et depuis, j'ai jamais essayé de refaire ce type de choses-là, mais en tout cas, ça me donne envie, ta question, de repartir dans cette étude justement de mon être intérieur. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et je la trouvais très pertinente, donc continue de t'intéresser à ces choses-là, je trouve ça très très bien. Et si tu n'es pas la personne jeune que je pense que tu es, eh bien, en tout cas c'est super que tu sois aussi toujours ouvert à ce genre de choses. Ensuite, j'ai une question de Asma. Tu penses quoi du café, du matcha et du thé? Et à partir de quelle heure selon la nutrition chronobiologique? Alors, pour cette question, déjà ça dépend du contexte, ça dépend du terrain. De manière générale, parce que on va commencer par le café. Le café, déjà pour moi, sa consommation, elle doit être limitée à 1 à 2 par jour pour plusieurs raisons, parce que ça contient notamment, même si ça contient aussi des antioxydants et des bonnes choses, ça contient 2 éléments néfastes à haute dose, qui sont les acrylamides. Les acrylamides, c'est issu justement de la réaction de Maillard, c'est quand on a du brûlé qui se forme, quand on torréfie le café, il y a du brûlé qui se forme, et ce brûlé, il est noté cancérogène, donc voilà, à haute dose, je pense que c'est pas souhaitable. Ça c'est la première chose, les acrylamides, et la deuxième chose, c'est évidemment la caféine qui va booster l'organisme, et si on en consomme trop, qui va le surbooster. Il y a certaines personnes, et c'est mon cas d'ailleurs, hein, qui à chaque fois en consultation me disent « Ah, moi je consomme beaucoup de café, mais ça me fait rien ». Si ça fait quelque chose, la réaction physiologique, elle est toujours là. Peut-être qu'on le sent moins parce qu'on est moins sensible à ce genre de choses et moins sensible à son être aussi de manière générale. Mais la réalité, c'est que ça fait monter le niveau d'anxiété, ça fait monter le niveau de stress de manière générale parce que ça va activer justement l'organisme. La caféine est un activateur et donc un stimulant. Donc on va avoir tendance à être stimulé même inconsciemment. Donc très important de limiter pour moi sa consommation à 1 à 2 par jour. Personnellement, je n'en consomme qu'un par jour et c'est du déca. Voilà. En tout cas, ça c'est personnellement ce que je fais. Hein. Vous faites tout à fait comme bon vous semble et comme vous semblez qu'il est bon pour votre corps. Et donc le café, évitez de le prendre après midi si possible, 14h si vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que la durée de vie de la caféine dans le sang, elle est très longue. Ce qui fait que même si vous arrêtez de le consommer à midi, normalement à 20h, vous l'avez encore un peu dans le sang. Donc, voilà, pas plus que ça pour que justement, après 20h, vous puissiez vous endormir correctement.
La caféine, sinon, va impacter votre sommeil, vous allez mal dormir, et sans vous en rendre compte, alors que vous vous dites « Ah ben c'est bon, j'ai eu mon café à 14h, à 15h, à 16h, j'ai largement le temps, ça fait longtemps. » Non, ça vous impacte toujours, donc si vous avez des troubles du sommeil, réduisez tant que possible. Ensuite, la deuxième chose, c'était le matcha. Tu m'as demandé le matcha et le thé vert de manière générale. Alors, le matcha, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que du thé vert en poudre. Hein. Et donc, on va tout consommer, à la différence du thé vert où tu vas l'infuser. Donc, tu ne vas pas consommer toute la feuille. C'est une petite différence qui est importante parce que du coup, dans du matcha, tu vas avoir plus de caféine. On dit ah, c'est la théine, c'est pas la caféine. Non, c'est la même molécule. Théine, caféine, c'est exactement la même molécule. On l'appelle théine parce qu'elle vient du thé, mais c'est exactement la même molécule. Donc, tu auras plus de caféine dans le matcha, même si son intégration à l'intérieur de l'organisme, elle est plus lente avec du thé que du café, donc tu auras moins les effets néfastes de la caféine. Donc ça, c'est très utile. Et tu vas avoir aussi le matcha qui va avoir des bienfaits incroyables, notamment grâce à un très puissant antioxydant qu'il contient, c'est l'épiganocatéchine 3-galate. Le GCG, on l'appelle. Donc en fait, c'est un antioxydant qui est très puissant. On lui donne des vertus, notamment pour la perte de poids. Donc pour moi, effectivement, si on devait comparer le café au matcha, je donnerais évidemment un avantage santé au matcha. Après, il faut que le goût suive, parce que si tous les jours tu bois ta tasse de matcha, parce que c'est quand même un peu costaud le matcha, surtout, faut aimer le côté un peu herbeux qu'on a au niveau du thé. Et donc si tous les jours tu dis ah c'est dégueulasse, mais c'est bon pour moi, je pense qu'au final, c'est pas plus porteur que de boire ton café qui te fait du bien, où tu te sens bien, où c'est agréable. Voilà. Donc ça, c'est mon point de vue par rapport au thé ou au café très rapide. Après, on pourrait rentrer dans les détails. J'ai fait des vidéos sur le sujet du café dans plein de sens. Donc, n'hésite pas à regarder sur ma chaîne. Ensuite, des questions de Emma. Alors Emma, j'adore tes questions. Je sais que tu me suis depuis longtemps et tes questions sont toujours très pertinentes. Je sais aussi que tu es pas très âgé et que pour autant tu as un niveau d'éveil assez incroyable et tes questions, voilà, bravo. Et j'ai adoré parce que tu m'as posé plein de questions et toutes pertinentes, donc je les ai toutes mises et on va y répondre ensemble. Donc la première c'était, quelles sont les clés pour rééquilibrer ces chakras et quelles notions devons-nous garder à l'esprit pour le faire? Alors je t'ai répondu ça de manière très simple, j'ai packagé ça. Les chakras, pour ceux qui ne savent pas, c'est les centres énergétiques principaux, notamment amenés au niveau de l'Ayurveda. Et donc, on a 7 centres énergétiques qui sont répartis tout le long de la colonne vertébrale. On part du plus bas, le racine, sacré, plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil. Et on a ici le chakra coronal, le chakra de la couronne. Tous, ils ont une association, de manière générale, à des zones de notre vie. Et donc, personnellement, comment je fais un très rapide bilan de ces chakras-là, et du coup, comment toi, tu peux les rééquilibrer? Eh bien, tu vas te concentrer sur, justement, l'association qu'il y a avec chacun de ces chakras. Donc, le chakra racine, c'est directement associé aux relations sociales épanouies. Si tu as des relations sociales épanouies, normalement ton chakra racine va aller bien et tous les organes qui sont associés à ce chakra vont aller bien. Les organes associés, tu as par exemple le sang, tu as la peau, tu as les reins, tu as la vessie, tu as le gros intestin. Voilà, il y a plein d'organes qui sont associés à ce centre-là et du coup ils vont aller bien quand tu as de manière générale des relations sociales épanouies. C'est très schématisé, mais si déjà tu te concentres là-dessus, tu vas pouvoir rééquilibrer ce chakra. Ensuite, le deuxième chakra que tu vas avoir, au-dessus, c'est le sacré. Le sacré, il est directement connecté à l'amour, à l'argent, à la créativité. Et donc, si dans ta vie, au niveau de l'amour, au niveau de l'argent, de la créativité, ça va bien, tu arrives à t'exprimer, c'est aussi l'expression de soi, eh bien, tu vas réussir à automatiquement équilibrer ce chakra-là. Ensuite, le troisième chakra, le plexus solaire, c'est tout ce qui est de l'ordre de la perception de soi, de la confiance en soi. Donc, quand on a une bonne perception de soi, une bonne confiance en soi, on va automatiquement équilibrer ce chakra. Et tout est interconnecté, comme tu le vois, parce que par exemple, si tu as de l'argent, que tu es épanoui socialement, que tu as l'amour, etc., automatiquement, tu vas avoir une meilleure confiance en toi et une meilleure perception de toi. Donc en fait, tous les chakras sont interconnectés et s'équilibrent les uns les autres quand tu as en fait un mode de vie global qui te convient et qui est bon pour toi. Ensuite, le chakra du cœur, c'est l'équilibre entre tes désirs personnels et les désirs de ton entourage. Donc si tu ne donnes pas trop et tu penses quand même un peu à toi, qu'il y a un équilibre entre ce que tu donnes à l'extérieur et ce que tu te donnes à toi, ce que tu écoutes des autres, que tu prends pour toi et que tu prends de toi
pour toi, voilà, hein, c'est toujours dans deux sens, on prend à l'extérieur, mais aussi on doit prendre de soi. Il faut qu'il y ait un équilibre là-dedans, il faut que tes désirs soient assouvis et que tu ne te vides pas non plus au service des autres, que tu y trouves quelque chose à l'intérieur au niveau du cœur qui résonne pour toi. Et donc ça, c'est le secret pour équilibrer un chakra du cœur. Ensuite, le chakra de la gorge, on va avoir tout ce qui est de la bonne communication en général. Quand on a une bonne communication, quand on arrive à dire les choses, quand on arrive à communiquer avec nos proches, avec les gens de manière générale, eh bien automatiquement, on a le chakra de la gorge qui s'équilibre. La bonne communication, aussi simple que ça, et en même temps tellement complexe dans une société qui a tellement de problèmes de thyroïde associés au chakra de la gorge notamment, mais j'en ai parlé dans plein de vidéos. Ensuite, on a le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est la curiosité, c'est l'ouverture d'esprit. Et souvent, j'ai des gens qui me consultent, et ça je le dis régulièrement, et je leur dis « Ah, il y a un problème de curiosité, d'ouverture d'esprit. » Et là en face, on me dit « Mais moi je suis curieux, je suis ouvert d'esprit, pourtant c'est bizarre qu'il soit déséquilibré. » Bien souvent, c'est pas qu'on n'est pas curieux ou qu'on n'est pas ouvert d'esprit, c'est que notre environnement, l'environnement dans lequel on est, la situation que l'on vit, eh bien, elle nous ferme de tout ça. Elle nous empêche d'avoir cette ouverture d'esprit, cette curiosité qu'on a pourtant tous à l'intérieur. Hein. Tous les enfants sont curieux, ouverts d'esprit. Eh bien non, notre environnement nous renferme sur nous-mêmes et nous empêche justement cette ouverture totale. Et donc là, pour le coup, on va avoir une problématique au niveau du chakra du troisième œil. Et si on est ouvert, curieux, etc., là, on va équilibrer ce chakra du troisième œil. Et enfin, le chakra coronal, c'est tout ce qui est pouvoir spirituel, c'est quand on a une croyance quelconque, qu'on a confiance, qu'on avance guidé. Alors, souvent quand je dis ça, on me dit « mais moi je crois en rien, je crois pas en Dieu, je crois pas en la spiritualité, je m'en fous de tout ça ». Eh bien, du coup, je pose la question « mais vous croyez en vous ?» Et en fait, ça suffit. Il suffit de croire en quelque chose, croire qu'on peut avancer. Et on voit très très bien la différence avec les gens qui déclinent au niveau de la santé. En fait, ils croient plus en rien, ils sont dégoûtés de tout. Et en fait, c'est juste voilà, avoir cette motivation, cette inspiration, cette croyance de dire oui, on peut aller de l'avant, avancer, etc. Coronal, voilà. Et après, bien sûr, si on veut le développer, on peut partir dans des choses beaucoup plus spirituelles. Et évidemment, sinon on peut faire des petites méditations très très simples pour rééquilibrer tous ces chakras, où on va fermer les yeux et on va les passer tous en revue un par un et les ramener au centre et prononcer par exemple à haute voix je nettoie ce chakra, on laisse le travail se faire et dès qu'on sent que le travail est fait, on dit j'harmonise ce chakra. On nettoie, on harmonise et on le ramène au centre à chaque fois. Parce que parfois, quand on médite, on se rend compte que ah tiens, mon chakra est un petit peu décalé sur la droite. Je le ramène au centre. Et en faisant ce travail-là, on va consciemment agir sur nos corps subtils, notamment. Voilà, j'ai répondu à ta question, je pensais que ça allait être plus rapide, mais en fait, bon, en tout cas, j'espère que la réponse te conviendra. Ensuite, lors de tes consultations, tu me demandes avec tes patients, remarques-tu dans le fond un problème général qui touche donc beaucoup de gens? La réponse, elle est évidente, oui, c'est le manque d'épanouissement. Si les gens vivent une vie par défaut, la plupart des personnes que je vois. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui ont une problématique. Et quand on manque d'épanouissement dans sa vie, on n'a plus cette énergie qui rayonne, qui radie et qui nous garde en santé. C'est une énergie qui va stagner ou c'est une énergie qui va se suractiver par stress. Et donc ça, j'en avais parlé dans une vidéo, mais c'est la stagnation à fuir absolument. Et la suractivité, la surexcitation néfaste, à savoir on va avoir un burn-out, une surchauffe en fait. Donc c'est les deux états à éviter. Et généralement, l'état au milieu, l'état parfait de circulation de l'énergie parfaite, ça va être l'état d'épanouissement. Et donc quand on est dans un épanouissement dans sa vie, normalement les problèmes de santé en général, ils sont minimes, voire inexistants. Donc ce que je note le plus comme problématique, c'est le manque d'épanouissement. Si aujourd'hui c'est votre cas, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux profondément dans ma vie? Et je fais des petits pas progressifs chaque jour, faciles, pour atteindre cet objectif long terme. Si je ne commence pas aujourd'hui, je ne l'atteindrai jamais de ma vie. Voilà. Petit point important. Ensuite, tu me poses une autre question, sais-tu pourquoi l'être humain met plus d'importance sur le négatif que sur le positif et donc finit par perdre une bonne humeur plus facilement? Donc en gros, tu me dis pourquoi on est si négatif et pourquoi on est tous autant plombés. Bah, je vais te répondre par une petite métaphore très simple. En fait, c'est comme un escalier. L'escalade, la montée et la descente de nos émotions, de nos états émotionnels, donc positifs ou négatifs, c'est exactement un escalier. Si tu veux monter en positivité, comme je te le dis, il faut monter. Voilà. Donc c'est une gradation, on va monter en vibration, notre taux vibratoire
augmente. Et en fait, ça, c'est comme monter un escalier, ça demande un effort. Il faut pousser sur ses jambes. Alors que descendre un escalier, le côté négatif, la descente des émotions, bah ça c'est beaucoup plus facile. Poum, 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 je me laisse descendre. Et en fait, c'est juste une question d'énergie, c'est que ça demande énormément d'énergie d'être plus positif et beaucoup moins d'énergie d'être négatif. C'est très simple. Hop, je descends, je suis pas bien, ça va pas, c'est nul, ma vie est merdique. Alors que, je vais bien, je suis content, c'est génial, je vais faire plein de trucs aujourd'hui. Et bien ça demande un plus gros effort. Même vous, de l'autre côté de votre écran, vous pouvez faire cet exercice si jamais vous vous sentez mal. Essayez de remonter, vous allez voir comme c'est dur, essayez de vous plaindre, vous allez voir comme finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et donc c'est juste une question de transaction énergétique, ça demande plus de monter que de descendre, c'est un effort. Voilà pourquoi, en tout cas selon moi. Penses-tu que l'on regarde trop les infos en France et que cela a un impact sur notre santé mentale? Ça rejoint les questions précédentes en partie. Clairement, oui. Pour moi, voir les problèmes du monde en permanence, c'est très, très problématique. On se ramasse des informations sur lesquelles on peut absolument rien faire. Hein. Je veux dire, il y a eu une inondation, je sais pas, dans le Gard. Il y a eu 3 disparus. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Et j'ai plein de gens, quand je dis ça, qui me disent « Oui, mais c'est important de s'informer. » Je réponds « Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est important de s'informer sur ce genre de choses ? » Moi, je pense que c'est extrêmement important de s'informer, évidemment, mais pour moi, s'informer, c'est choisir son information, choisir ses sources d'information. Et ça, je recommande à n'importe qui de le faire. Vous triez vos sources d'information. Ça, je veux le consommer, ça, je ne veux pas le consommer. Et c'est pour ça que je déteste la télévision, c'est qu'on nous sert quelque chose qu'on est obligé de regarder parce que, voilà, on nous le sert. Voilà, on ne peut pas dire, tiens, je vais regarder cet autre film. Non, on ne peut pas choisir. Donc, triez vos sources d'information. Si vous pouvez faire quelque chose, que vous êtes intéressé par le sujet, évidemment, allez-y. Si vous ne pouvez rien faire, que ça vous dessert et qu'après avoir regardé cette chose en question, vous vous sentez moins bien qu'avant l'avoir regardé, il y a un problème. Il y a un problème. Donc voilà, pour moi c'est très très problématique et ça il faut arrêter, vraiment. Et enfin, tu me poses une dernière question. As-tu déjà entendu parler de la biorésonance comme forme de médecine? Qu'en penses-tu globalement en tant que naturopathe et énergéticien? Bien entendu que j'en ai entendu parler, bien entendu, j'ai même une élève qui l'utilise quotidiennement, hein, cette biorésonance. La biorésonance, c'est quoi? C'est un outil qui va permettre de vérifier la fréquence des parties de notre corps. Par exemple, on va regarder la fréquence du foie pour voir si justement il est sur sa fréquence de santé ou pas. Et fonction de ça, eh bien, on va pouvoir envoyer des informations, donc des fréquences qui vont pouvoir rétablir cet équilibre-là. On va notamment donc pouvoir scanner et rééquilibrer avec la fréquence de santé de tel ou tel organe. Donc je trouve que c'est très très intéressant. Comme approche, très intéressant. Et finalement, c'est exactement, alors pour tous les détracteurs de ce système, hein, c'est exactement ce que fait un médecin. Hein. Un médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à rétablir l'état de santé de l'organe en question. Hein. Il va chercher, par exemple, vous avez un problème à l'estomac, il va dire comment je peux empêcher ce problème à l'estomac. Bon, certes, on sait que la médecine aujourd'hui se concentre sur le symptôme, c'est-à-dire comment je réduis ce symptôme pour que la personne ne se sente plus mal, et on va pas chercher la cause profonde, alors que moi, dans un autre système, par exemple, en tant que naturopathe, énergéticien, je vais chercher la cause de ça, je vais essayer d'agir sur la cause, et donc finalement, je vais essayer d'agir sur la fréquence de cet organe aussi, pour finalement enlever cette cause qui est finalement un pathogène de fréquence, essayer de le retirer pour que l'organe soit libéré et retrouve son état de fonctionnement normal. Donc ça, c'est hyper intéressant. Si vous ne connaissez pas la biorésonance, que vous voulez essayez, allez voir un professionnel en ce sens-là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Merci beaucoup pour tes questions, Emma. J'ai adoré. Donc, très intéressant. J'espère que vous aussi, ça vous a plu d'ailleurs de l'autre côté. Ensuite, une question de excessive noise. Les compléments sont des molécules synthétiques issues de labos utilisant des solvants par exemple. Qu'en penses-tu? Le corps doit-il s'adapter pour les utiliser? Alors, je t'ai noté que tous les compléments, c'est pas des molécules synthétiques produites en labo déjà. Souvent, c'est des extractions, c'est-à-dire qu'on va prendre une plante, on va en extraire une molécule. D'ailleurs, un petit peu comme les médicaments aujourd'hui, hein, on ne le sait pas, mais la plupart des médicaments, ils sont basés sur des molécules de plantes qu'on a synthétisé, là effectivement, et auxquels on a ajouté d'autres éléments qui, eux, vont être problématiques. Pas tous, hein, attention. Mais la plupart, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, généralement, personnellement, les compléments que je recommande, ce sont des extraits. Ces extraits-là, je vais aussi éviter tout ce qui est solvant néfaste. Hein.
Je vais prendre les 2 solvants que je connais et que je sais sains pour la santé. C'est l'éthanol. Hein. On fait souvent une extraction avec des solvants qui est l'éthanol, l'alcool. Et on fait aussi, évidemment, avec de l'eau. Hein. L'eau est un très très bon solvant aussi pour extraire, hein, comme quand on fait une infusion. Voilà. Et donc ces 2 éléments-là, je regarde que ce soit dans les compléments, et du coup, je vais me tourner vers ces solutions-là, qui vont être des extraits, systématiquement, d'éléments naturels. C'est ça que je vais chercher le plus possible. Et pourquoi je vais chercher un extrait? Parce que justement, je vais faire le travail de mon organisme pour lui. Il y a certains cas, effectivement, les extraits ne sont pas pertinents, parce qu'il vaut mieux que le corps fasse le travail. Mais dans la plupart des cas, en fait, quand on donne la molécule déjà toute prête à l'organisme il est content, il n'a pas d'énergie à fournir pour l'utiliser. Et donc, vous allez avoir des effets qui vont être très intéressants sans dépense énergétique de la part de votre organisme. Et c'est pour ça que moi je trouve extrêmement intéressant les extraits, comme tu le soulignes, sans solvant néfaste et sans additifs nocifs, tant que possible, sans excipients, tant que possible. Voilà. Et donc toujours, évidemment, j'ai précisé, mais toujours faire le choix de produits de qualité. C'est pour ça que la qualité, c'est important. C'est parce que c'est pas anodin de mettre quelque chose dans son organisme. On veut, qu'il soit fonctionnel, mais aussi on veut qu'il ne soit pas toxique pour cet organisme-là. Ensuite, j'ai une question de Hugo qui dit « Chaque micronutriment, comme le calcium par exemple, sont-ils réellement nécessaires quotidiennement? Si oui, comment nos ancêtres, très lointains, pouvaient chaque jour trouver chaque élément ?» Personnellement, je ne crois pas trop aux 1200 mg de calcium par jour, tant de milligrammes de fer par jour, etc. etc. C'est une question très pertinente que tu poses là, et je la comprends parfaitement. Alors, j'ai 2 réponses à ça. La première, je t'ai mis que oui, ils sont nécessaires. Parce que le corps, il ne peut pas les produire, en fait. Le corps ne peut pas les produire. Donc, automatiquement, tu vas devoir aller chercher à l'extérieur ces éléments-là. Du coup, ça rejoint ta question, mais puisqu'ils sont nécessaires, pourquoi est-ce que, par le passé, on ne savait pas tout ça, et ça marchait très bien? On avait Cro-Magnon, ou je ne sais pas qui, il s'en foutait, il mangeait, et puis ça se passait bien. Parce qu'avant, on était très très connecté, en tout cas encore une fois selon moi, on était très connecté à notre corps et on savait exactement ce dont on avait besoin. Instinctivement, on savait qu'on avait besoin de tels nutriments, etc. Comment je le sais? Très simple. Regarde un chien. Un chien qui est en manque de minéraux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mâcher des cailloux. Toi, tu regardes en tant qu'humain, qui est très mental, tu dis mais pourquoi il bouffe des cailloux, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Lâche ça, crache, c'est dégueulasse. Voilà. Ben non, en fait, c'est juste un manque de minéraux. Donc, il va chercher ces minéraux où? Dans les cailloux. Il va croquer pour essayer d'extraire des minéraux parce qu'il en a besoin. Un chat en manque de fer. Peut-être que vous avez déjà vu un chat en manque de fer. Moi, en tout cas, j'ai déjà vu un chat en manque de fer. Il lèche du fer. Tout simplement. Il va lécher du fer pour essayer d'aller chercher justement ces substances-là qu'il sait instinctivement qu'il lui faut. Voilà. Donc tout ça, c'est des exemples, et je pense que par le passé, c'était la même chose. Et par le passé, il y avait aussi autre chose, c'est que la richesse nutritionnelle était autrement plus intéressante. On avait vraiment des aliments qui étaient très très riches. Si on parle de chasseurs-cueilleurs, automatiquement on avait accès à de la viande qui était fraîche, qui était attrapée immédiatement par les personnes, c'était pas conservé dans des frigos, ça fait pas 20 km, etc. Non, c'était frais, c'était riche, c'était plein de bonnes choses, parce qu'il n'y avait pas de problème de pesticides, les animaux mangeaient extrêmement bien, donc pour tout ce qui était de la viande, c'était de grande qualité. Tout ce qui était issu du sol, c'est pareil, il n'y avait pas de surexploitation des sols, donc les sols étaient extrêmement riches en nutriments, donc forcément les légumes, les fruits étaient extrêmement riches en nutriments, et tout ça, ça constitue finalement le fait qu'on a effectivement besoin de ces éléments-là, mais par le passé, ils n'avaient pas besoin d'y penser. Aujourd'hui, on a plus besoin d'y penser. Et c'est la raison pour laquelle je dis tout le temps de manger brut, varié, de qualité, pour le moins possible avoir à y penser. Brut, parce que c'est là qu'on va avoir le plus, donc les aliments dans leur forme naturelle, qu'on va avoir le plus gros concentré de nutriments. Ensuite, varié, on va essayer de faire varier les couleurs, on va faire varier les modes de préparation, etc. pour avoir accès justement à une diversité nutritionnelle de micronutriments le plus possible sans avoir à y penser. Et enfin de qualité pour éviter tout ce qui est pesticides, pour éviter tout ce qui est problématique transformée, etc. Comme ça, on a vraiment un package de nutriments sans avoir à penser à tiens, est-ce que j'ai suffisamment de telle ou telle chose? Voilà. Donc ta question était très pertinente. Et ensuite, la deuxième réponse que je voulais te donner, oui, non. Ça ne serait pas forcément nécessaire.
Et je ne sais pas si tu connais, mais il y a des gens qu'on appelle en anglais les breatharians. En gros, ça veut dire les respirants. C'est les gens qui vivent en respirant. Il y a des gens aujourd'hui, bon après, on peut se demander est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est machin, etc. Bon, à chaque fois, les documentaires que je regarde sur le sujet, c'est des gens qui sont suivis scientifiquement. Et effectivement, ce sont des gens qui ne mangent pas, ne boivent pas, qui ne font que respirer. On dit que ces gens-là vivent de prana. Le prana, c'est l'énergie. Parce qu'en fait, juste en respirant, ils ont suffisamment pour faire fonctionner leur corps. Il y a des cas comme ça. Et donc, si on se base sur ces cas-là, on peut se dire, finalement, est-ce que réellement, on en a besoin? Moi, je pense que le commun des mortels en a besoin. Et tant qu'on n'est pas une personne qui peut vivre sans manger et sans boire, on a besoin de ces éléments-là. Mais sachons qu'il y a potentiellement ces possibilités-là. Je pense que les possibilités sont infinies et c'est dommage de se fermer en disant que oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, il y a des possibles. Ouvrons-nous à ces possibles-là. Ensuite, une question de là. J'ai pas trouvé ton nom, mais voilà, tu étais nommé là. Donc, quelles sont les meilleures combinaisons d'aliments pour maximiser l'absorption du calcium sans faire d'ostéoporose ni créer de déficit dans d'autres minéraux? Là, j'y reviens, ça va être de manger brut, varié et de qualité. Comme ça, de manière générale, tu vas avoir plein de micronutriments et tu vas bénéficier de calcium, mais aussi de magnésium, mais aussi de tous les autres éléments dont finalement le calcium a besoin aussi pour fonctionner. Parce que le calcium, il est absorbé notamment grâce à la vitamine D. Donc, si on mange des produits qui contiennent la vitamine D, je pense au foie de morue par exemple, du coup tu vas avoir aussi l'exposition au soleil qui va être extrêmement importante. En hiver, la supplémentation en vitamine D pour une bonne absorption de ton calcium. Ensuite, qu'est-ce que je t'ai noté? Oui, aussi avoir un bon apport en magnésium et en phosphore, parce que la santé des os, c'est pas que le calcium. Les os, c'est aussi constitué de magnésium, c'est aussi constitué de phosphore, et donc si tu manques de ces éléments-là, tes os, ils vont pas être en bonne santé non plus. Tu vas perdre en densité osseuse pour ces raisons. Et je te précise aussi, pas d'excès au niveau du magnésium, parce que ça, on en parle assez peu, mais tu as une compétition qui existe entre magnésium et calcium, et en gros, si tu mets trop de magnésium dans ton corps, il va y avoir en fait un déficit calcique qui va se créer, tu vas perdre ton calcium, parce qu'il y a trop de magnésium. Bien qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, on a généralement moins de magnésium que de calcium, donc attention aussi à remonter son taux de magnésium pour qu'il soit correct par rapport au calcium. Et ça se fait le plus possible en mangeant brut, varié de qualité, pour pas trop se prendre la tête de manière générale. Si on voit qu'on manque de magnésium, qu'on est une personne relativement stressée, la supplémentation au magnésium est très pertinente. La supplémentation en calcium est rarement pertinente, sauf dans des rares cas. Donc de toute façon, à voir avec un médecin pour ça. Et ensuite, évidemment, on en parlait avec les chakras. Le chakra racine est directement connecté aux os, au squelette, à la structure du corps. Et donc, qui dit chakra racine dit relation sociale épanouie. Et donc, pour avoir des os en bonne santé, il faut avoir des relations sociales épanouies. Si ce n'est pas ton cas aujourd'hui, il va falloir que tu travailles justement sur tes relations sociales, que tu les développes, que tu les épanouisses pour que tes os se densifient, soient en meilleure santé. Ça paraît fou, mais oui, c'est les relations psycho-émotionnelles qui existent avec les plans de l'organisme. Ensuite, une question de Laurence qui me dit, s'il vous plaît, un remède pour un acouphène, son équivalent au battement du cœur, persistant depuis 5 ans. Donc, j'imagine que ce que tu veux dire, c'est que tu as un acouphène et que tu as les battements de ton cœur que tu entends à travers cet acouphène-là en permanence. Alors, il y a un remède très efficace qui a été donné, je pense que c'était Raymond d'Extrait qui donnait ce petit remède, mais en tout cas, c'est de faire un petit cataplasme d'argile derrière l'oreille. On va faire juste derrière l'oreille un petit cataplasme d'argile, jamais dans l'oreille, on ne veut pas abîmer l'oreille évidemment, donc derrière l'oreille apparemment c'est très efficace pour les acouphènes, en tout cas les personnes à qui j'ai recommandé ça m'en ont dit beaucoup de bien, donc petit cataplasme d'argile qu'on renouvelle derrière l'oreille. Et ensuite, la cause psycho-émotionnelle associée à l'acouphène, c'est évidemment qu'il faut écouter quelque chose. Il y a quelque chose à écouter. Pourquoi ça siffle? Parce que notre corps, il nous dit écoute, écoute, écoute. Et comme on ne veut pas écouter, il nous met tout le temps un petit truc dans l'oreille pour nous dire mais ça y est, tu vas écouter ou pas? Et en général, ce qu'on n'écoute pas, c'est ce qui vient de l'intérieur. C'est la petite voix à l'intérieur, on ne l'écoute jamais. Donc il va falloir, Laurence, si tu es atteinte de cette problématique, que tu commences à t'écouter. En plus, tu dis quelque chose de très révélateur, tu dis « j'entends mes battements de cœur ».
Si ça, c'est pas un gros message pour toi, c'est qu'il est temps d'écouter ton cœur. Si tu entends ton cœur si fort, c'est parce qu'il est en train de te parler. Donc il faut que tu reviennes à lui et que tu lui demandes ce que tu veux réellement, profondément dans ta vie. Et tu verras que si tu fais ça, petit à petit, que tu progresses vers ce que ton cœur souhaite, tu vas voir que ton acouphène, il va disparaître directement. Parce que juste quand on donne à son corps ce dont il a besoin, il se soigne. Le symptôme est un message du corps. J'espère que ça t'aidera. Et enfin, dernière question de JLD. Bonjour, j'ai une hypothyroïdie qui me gâche la vie, sommeil, humeur, problème de poids, morale, évidemment tout ce qui va avec l'hypothyroïdie. J'ai un traitement et un suivi régulier, merci de votre retour. Donc j'imagine que tu veux de l'aide sur cette pathologie-là. J'en ai parlé notamment avec le chakra de la gorge, il va falloir que tu apprennes la bonne communication. L'hypothyroïdie en général, c'est une répression de ce que l'on dit et surtout aussi une dévalorisation vécue. C'est-à-dire qu'on réprime ce qu'on dit parce qu'on a été dévalorisé par le passé et donc du coup, eh bien, on n'arrive pas à communiquer correctement, on se dit qu'on est trop nul, etc. En général, on se tape dessus. Donc, il va falloir apprendre à libérer cette parole pour rétablir l'équilibre de ta thyroïde. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, je t'en mets une ici notamment. J'ai un programme associé que tu peux te procurer sur mon site web pour justement t'aider à rééquilibrer ta thyroïde, évidemment avec le concours de ton médecin, parce que si tu as un traitement avec un suivi médical, il est très important que tu sois suivi en ce sens-là. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai rarement fait de FAQ. Si vous aimez ce format, dites-moi dans les commentaires, reposez-moi d'autres questions, je les noterai comme ça de côté. Et si vous êtes vraiment nombreux à en vouloir une autre, on refera une vidéo en ce sens. Voilà, aidez-moi. J'ai besoin de vos retours pour faire évoluer cette chaîne. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.